Bonjour Christelle, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast. Merci d'être avec nous. Hello Chloé, trop contente aussi que tu m'aies invitée et d'être là. Et j'ai hâte de la conversation qu'on va avoir puisque le premier échange qu'on avait eu dessus m'a déjà amené pas mal d'idées. Donc d'ailleurs on s'en reparlera a posteriori. Je t'envoie la facture dès qu'on sort de cet enregistrement. Absolument. Et avant de rentrer dans le vif du sujet et de ce sujet donc passionnant, j'aimerais que tu nous partages quelque chose que tu n'as pas encore dit sur toi aux gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui doivent peut-être te suivre déjà. Ouais, alors moi je suis une junkie de l'apprentissage, je confesse. J'ai peut-être 5 podcasts tu vois, que j'écoute en ce moment, 3 livres, X newsletters dans ma boîte aux lettres, donc j'apprends sans cesse. Et en plus, on a tellement d'informations que j'ai toujours l'impression que je suis en retard. Mais vraiment, il n'y a pas un jour où je ne lis pas, j'écoute pas quelque chose, on continue. Waouh. Et ben du coup, j'ai hâte de découvrir ce que tu vas nous mettre dans le petit questionnaire qu'on peut découvrir dans la base de données qui suit le podcast et qui nous permet de comprendre où est-ce que tu fais ta veille, quels sont les médias que tu apprécies, etc. Et je pense que ça nous donnera pas mal d'idées. Puis évidemment, j'espère que dans tes 5 podcasts du moment, il y a les épisodes précédents qu'on attendait, évidemment. Mais du coup, je t'ai invitée aujourd'hui parce que j'avais vraiment envie qu'on parle de la promesse employeur, qui est un sujet, on le sait, qu'on a vu, revu, déjà vu et puis même trop vu. Sauf que quand on en a parlé ensemble, tu m'as amené une réflexion que j'avais pas entendue, qui est finalement, est-ce que la promesse employeur ne serait pas trop belle pour être vraie? Et t'as pris le contre-pied de tout ce que j'avais entendu là sur les dernières années. Donc du coup, pourquoi, à ton avis, les gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont déjà bossé sur le sujet ou qui s'y sont déjà intéressés devraient reprendre du temps pour discuter à nouveau de la promesse employeur? C'est une super question. Peut-être on peut définir la promesse employeur. Excellente cette proposition. La promesse employeur, c'est tout ce qu'on dit, qu'on écrit pour définir l'entreprise et surtout ce qu'on promet aux candidats et aux salariés qui vont nous rejoindre en termes de cadre de travail, en termes d'expérience, collaborateurs, en termes de salaire, de conditions de vie. C'est tout ça. Et en fait, c'est la façon dont on se raconte en tant qu'organisation. Oui, effectivement, merci de le redéfinir. La plupart des entreprises sur les dernières années ont fait un boulot là-dessus. En tout cas, on en a beaucoup parlé. Qu'est-ce qui marche pas selon toi alors ? Qu'on ait des Pinocchio, que la plupart du temps, en fait, la vitrine est belle, mais l'arrière-boutique est franchement désordonnée et avec de la poussière, quoi, et des toiles d'araignée. Je pense qu'il y a une injonction d'un monde très marketé, d'une marque employeur, en fait, très lisse, corporate, qu'on s'emploie en fait à démontrer, parce que on a envie d'attirer et jusqu'à preuve du contraire, si tu dis venez dans mon entreprise, vous allez travailler sur des chaises bancales et être payé le 15 du mois suivant, ça va pas faire rêver du monde, tu vois. Possible. Mais et je fais exprès de grossir le trait. De grossir le trait. Tout ça pour dire que je pense qu'il y a un juste milieu entre en fait décrire qui on est en tant qu'organisation et quelque part vendre du rêve qui mène à une forme de désillusion et je pense qu'il y a une forme de morosité du monde du travail et ça vient au fait que cette promesse employeur elle est partiellement tenue, voire pas tenue dans certains cas et du coup moi la question que je me pose c'est est-ce qu'on a les moyens en fait de vendre du rêve? Est-ce que c'est une bonne stratégie? Parce que je constate un cycle de j'arrive dans une entreprise, c'est la lune de miel, tout est beau, j'en veux, je vais progresser. Très vite, tu découvres une réalité, des illusions, t'essayes de te battre et tu t'es encore dans l'énergie. À un moment donné, tu lâches l'affaire parce que pour X et Y raison, soit t'es usé, soit tu vois qu'il y a une forme d'inertie. Donc après, tu t'es dans une phase de rejet, voire de colère, et tu deviens démissionnaire, et tu te dis bon bah je vais aller voir ailleurs, et on recommence. Et j'ai un peu l'impression que c'est le hamster dans sa roue. Et donc notre discussion, la réflexion, c'est ça, c'est est-ce que finalement on peut accepter des gens en tant qu'entreprise, que les gens sont là pour un temps, parce que de fait l'emploi à vie c'est plus vraiment réaliste, tu vois. C'est toujours le cas, oui. En tout cas moi à date en tant que Christelle personne et pas DRH, j'ai pas trouvé d'organisation dans laquelle je me dise dans 40 ans je ferai ça, donc ça dit quelque chose en fait du monde du travail aujourd'hui.
Et donc voilà, un peu pragmatique on sait qu'on est là pour un bout de chemin ensemble. Comment on fait pour que ça se passe bien et surtout sans être mytho. Alors c'est vrai que j'ai l'impression que les entreprises ont rivalisé. J'allais dire de créativité, mais bon, en tout cas de séduction dans les dernières années pour essayer d'attirer des candidats. Et c'est vrai que la promesse a été, je suis d'accord avec toi, je le vois de plus en plus belle. Et puis, finalement, c'est assez difficile de prendre la direction inverse en tant qu'entreprise, de dire bah non, moi je vais te faire une promesse beaucoup plus limitée. Qu'est-ce qui a été le point de déclenchement, s'il y en a eu, pour toi, pour commencer à évoluer sur ce sujet? En étant 100% transparente, moi ça vient un peu de la colère. Ouais. La colère en fait de se dire en tant que RH on catalyse en fait cette promesse employeur et les gens attendent de nous finalement qu'on fasse du mieux qu'on peut pour qu'ils soient heureux et la première réflexion c'est est-ce que vraiment c'est mon rôle de rendre heureux les gens? Est-ce que c'est le rôle des RH d'être responsable d'un bonheur en entreprise? Est-ce qu'on doit prendre en fait ce sacerdoce? Donc c'est le premier. Et le deuxième, c'est de se dire finalement avec toutes ces injonctions qui sont justifiées, qui nous poussent à faire mieux, je me rends compte que le temps que je passe vraiment sur ces questions-là, il est pas proportionnel à l'enjeu. Et donc il y a un dysfonctionnement et comment on l'attaque. Ça vient vraiment de là. Ouais, c'est intéressant. Et je pense que cette question, comment dire, assez lourde qui pèse sur les épaules des RH, mais même d'une façon générale de l'entreprise, de se dire est-ce que je suis responsable du bonheur des gens, ça commence à comment dire, à agacer un peu ou à créer beaucoup de pression. Tu m'as un peu devancé, tu vois, la question que j'ai envie de te poser, c'est, tu vois, quelles sont les idées les plus répandues sur ce sujet avec lesquelles t'es pas d'accord. Donc j'imagine, si je comprends bien, déjà l'idée de la responsabilité du bonheur des salariés. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, je pense que le bonheur, c'est hors scope. À mon sens, on ne devrait pas attendre de l'entreprise qu'elle nous prodigue du bonheur ou à moins d'être déçu et d'avoir une promesse employeur qui est pas tenue. Donc, je pense que vraiment ça, faut le faire tomber. Et le deuxième point, c'est peut-être aussi en tant que salarié, être réaliste sur les moyens des organisations. Le tissu des entreprises en France, 80% ou peu ou prou, c'est des PME. Donc, qui dit entreprise à taille humaine, moyens limités. On fantasme beaucoup, surtout dans l'écosystème tech, start-up, d'entreprises comme Netflix, avec leur fameux livre No Rules Rules, des partis pris de la culture qui sont très shiny, qui donnent envie, pas de responsabilisation totale pour le salarié, zéro contrôle, ou de transparence radicale et autres, qui sont des principes en théorie qui sont juste géniaux, ou la semaine de 4 jours. Mais dans la réalité des organisations et de leurs moyens, peu peuvent se le permettre. Et souvent, ces organisations, elles peuvent se le permettre parce qu'elles sont rentables, parce qu'elles ont fait plusieurs cycles et parce que l'investissement qu'il a fallu pour qu'elles arrivent à ce niveau en fait d'excellence d'expérience employeur leur coûte énormément. Et donc la plupart des entreprises, elles peuvent pas. Et donc, on se place en situation, en fait, d'impossibilité de réaliser ça parce que les exemples sont trop loin. Je suis complètement d'accord avec toi. Et puis, tu vois, quand je t'écoute, je me dis que c'est aussi ces exemples-là qui ont quelque part un peu modélisé les attentes des salariés, qui créent aussi cette déception permanente au-delà même de la promesse que tu fais. Mais finalement, ça devient un petit peu du normal que de pouvoir proposer l'ensemble de ces dimensions qui, encore une fois, sont plutôt réservées à des entreprises qui ont vraiment les moyens et qui ont eu le temps de les mettre en place et qui d'ailleurs parfois n'arrivent même pas à les tenir de façon durable. Tout à fait. Typiquement les congés illimités. Il y a plein d'entreprises qui sont revenues en arrière parce que ça a l'effet contraire et un certain nombre de personnes se sentent responsables parce qu'on a un cadre légal en France. Donc, et on parle moins aussi de ça. Tu vois, quand ça marche pas, on n'en parle pas. Et par contre, quand c'est super shiny et que c'est la proposition de valeur, c'est placardé partout et tout le monde le sait, quoi. Oui, ça correspond aussi à des phases où on a besoin d'attirer en fait quelque part. Mais j'avais envie d'avoir aussi ton retour d'expérience. Finalement, concrètement, dans toi, ce que tu as vécu et aussi dans ton rôle de DRH, c'est quoi l'impact de cette promesse qui est finalement moyennement tenue dans la durée? Est-ce que tu as réussi à mesurer des choses? Alors moi, je suis hyper pragmatique dans mon approche. Chez Benebono, on est
90 sur 2 pays. J'ai une petite équipe RH à date, donc je prétends pas rivaliser avec des GAFAM en termes de stratégie RH. Ce que j'aime beaucoup comme approche, c'est des approches qui sont très ancrées, notamment dans l'UX de que veulent les gens. Et en fait, souvent, quand tu es dans les RH, tu construis des systèmes qui sont des boîtes noires que tu penses pour le bien des salariés, que tu as envie de déployer, mais sans jamais interroger la cible, alors que n'importe quel produit commercial ne ferait jamais ça. En fait, ce qui rend addict d'avoir un iPhone, c'est parce que au-delà du téléphone et de l'objet, Apple a construit des choses. Et je pense qu'on devrait faire ça. Donc, premier truc, c'est état des lieux, que veulent les gens, et partir en fait de ces états des lieux, de la data, des métriques quanti et quali, pour après faire ma roadmap et avoir des choses qui soient très ancrées dans le réel et adaptées à nos moyens. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est partir de ce besoin qu'on cherche pas toujours à valider, qu'on présuppose. Et en même temps, tu vois, moi, pour avoir accompagné pas mal d'entreprises qui ont un peu fantasmé le que veulent aujourd'hui les candidats que cherchent à attirer, il y a aussi, je sais pas ce que t'en penses, mais le fait de s'assurer de pas vouloir répondre à quelque chose qui est quand même trop loin culturellement, parce que finalement, même si tu te centres sur un besoin qui est là, à quel point est-ce que tu t'assures que ça va pas être un effort énorme pour ton organisation de s'y adapter? Et puis, je pense qu'il y a aussi un fantasme peut-être d'équipe dirigeante, et je m'inclus dedans, qui est de penser que les gens sont contents d'être là et c'est pas vrai. le cadre sain, la bienveillance fait tout, mais en fait la bienveillance elle remplit pas un frigo. Et donc des fois il faut vraiment être assez réaliste et se confronter au réel. Et on a tu vois, en lisant aussi beaucoup sur le sujet, on se dit non mais il faut être là pour la vision, le sens, certes, mais je pense que la réalité c'est que les gens sont là pour vraiment remplir leur frigo, faire un job qui les intéresse, j'espère la plupart, mais pas que. Il y a des fois en fait où on n'est pas dans des emplois qui génèrent un épanouissement de dingo. Et après, il y a notre job, c'est de faire en sorte que le cadre de travail soit le plus sécurisant possible, le plus sain, et qu'on réalise la mission de l'entreprise. Alors peut-être que quand je dis ça, c'est un peu cash. et je le sais. Et cette discussion-là, je l'ai aussi avec les fondateurs de Bénébono, et je l'ai eu en disant, oui, en fait, c'est ton bébé, t'es animé par quelque chose qui te transcende, mais c'est pas le cas de 99,9% de tes salariés, et faut pas l'oublier. Mais je conçois que ce soit difficile. Ta stat, elle est terrible, Christelle. Je vais repartir en pleurant. Mais oui, t'as probablement raison. La question que je me pose, c'est comment tu gères, et tu vois, notamment quand tu es côté RH, et tu le vois très bien, t'as des enjeux d'attractivité, de recrutement, etc. Comment et je comprends bien que le but, c'est pas de faire venir des gens sur un mauvais prétexte et qui vont être déçus et qui finalement vont finir par partir, mais comment tu gères le risque d'être finalement un peu disruptif sur ce sujet de la promesse, et donc peut-être de faire une promesse beaucoup plus réaliste, mais donc quand même vachement moins sexy que tous tes concurrents, et tout en réussissant à atteindre tes objectifs, en fait. Moi, j'ai envie de poser une question, c'est est-ce que être disruptif par essence, c'est un objectif? Est-ce que on a, tu vois, par exemple, là, au hasard, je sais pas, Coca-Cola. Est-ce que Coca-Cola, une boisson gazeuse, c'est disruptif? Non. Par contre, le branding de Coca, c'est une énorme machine. Enfin, tu vois, tout le monde a déjà bu un Coca dans sa vie. Et donc, je pense que des fois, faut pas forcément se dire je vais faire le truc hyper original. Moi, je crois plutôt au fait d'avoir quelque chose de très frugal, mais de bien exécuter. Tu vois, si tu te dis, je sais pas, moi, ma promesse, c'est que quand tu viens dans mon entreprise, tu vas grandir. En fait, tu peux organiser en fait toute une philosophie, une culture autour de l'apprentissage, en ayant peu de moyens, en se disant finalement le temps c'est de l'argent, et peut-être que on va dédier 2 jours dans le mois où tu peux faire de la veille, apprendre, pourquoi pas financer une partie de formation, peu importe, mais ça on va le faire super bien. Moi je crois vraiment à cette frugalité pour aller loin, et la frustration, et je me fais le porte-voix des RH, mais je pense que la plupart de nos frustrations, elles viennent du fait que on n'arrive pas à tout faire, on veut tout faire,
Et donc, je me dis, si on avait une promesse d'employeur, on se disait, chez nous, tu auras ça, on va le faire très bien, versus on promet plein de choses, mais on va le faire en mode à peu près. Ce serait différent. Et le deuxième truc auquel je pense, c'est que une culture d'entreprise, elle doit être singulière. Et donc, on ne doit pas faire copier-coller du voisin ou d'autres entreprises. Et donc, il faut définir cette singularité, encore une fois, alignée à la mission de l'entreprise. Pourquoi on est là tous ensemble? Qu'est-ce qu'on produit? Et c'est quoi notre étoile du Nord? Qu'est-ce qu'on a envie de voir se réaliser? Et ça, si tu le cascades en choses vraiment très actionnables, réalistes, je pense que tu peux arriver à avoir des choses très très chouettes. Et surtout, personne n'est dupe. Nous, en tant que consommateurs, maintenant, on veut des marques qui parlent vrai, qui s'engagent. Et je suis convaincue que les candidats et les candidates, ils veulent la même chose. Alors, du coup, j'ai envie d'un exemple. Là, je me dis, concrètement, aujourd'hui, si tu devais, je sais pas comment vous l'avez formulé dans ton entreprise, mais si tu devais formuler justement de la façon la plus, j'allais dire minimaliste ou réelle possible ta promesse employeur, ce serait quoi? Comment tu pourrais la décliner? Et est-ce que tu arriverais encore à convaincre des gens de vous rejoindre? C'est une super bonne question. Si moi, je devais parler de Benebono aujourd'hui, je pense que la promesse employeur qu'on peut tenir, c'est de dire que les gens qui nous rejoignent, ils rejoignent une entreprise vertueuse à 360. Vertueuse parce que en fait notre mission c'est de sauver des bons produits du gaspillage et en vrai on fait peut-être partie des rares entreprises où tu peux rentrer chez toi avec ce sentiment de fierté, de te dire ça a du sens. Ça a du sens et j'ai participé à rendre le monde un peu moins pourri avec ce que je fais tous les jours. Vertueux parce que je pense que la façon dont on travaille, et je vais donner un exemple très concret, tu vois, de transparence. Parfois, en fait, sur la partie RH, tu vas être plus timoré parce que tu as un cadre juridique, etc. On a toujours choisi de plutôt communiquer, parfois dans des moments qui étaient plus challenging que de justement survendre. Et donc, il y a aussi cette approche très transparente de la manière dont on fait les choses, où tu prends les gens pour des adultes et tu les infantilises pas. Je pense que c'est bien, c'est pas mal. Et le dernier point, c'est que on parle de promesse employeur. En fait, ton premier contact, c'est ton manager et ton expérience, ton cadre de vie, il se fait beaucoup par ta hiérarchie. Et donc, typiquement, dans des actions concrètes, moi, c'était hyper important qu'on soit aligné sur la performance, qu'on attend des managers, qu'on leur donne les moyens de faire et d'avoir des systèmes, des frameworks qui leur permettent de bien faire leur travail et que ce soit aussi important que faire leur job fonctionnel. Et on a du coup beaucoup investi sur ça. Pour une entreprise de notre taille, c'est déjà un investissement colossal. Ouais, j'imagine. Et du coup, qu'est-ce que tu as vu en termes de tendance finalement? Qui est-ce que ça attire? Qui est-ce que tu fidélises? Est-ce qu'il y a des écueils aussi à la marge? Alors, qu'est-ce qu'on attire? On attire des gens principalement par notre mission, elle fait la différence. On a beaucoup de salariés qui ont l'écologie chevillée au corps. Je pense aussi qu'on attire des personnes qui ont pas envie d'un job où tu as des contours très définis et où tu as cette marge de progression. Et en fait, quand tu travailles en start-up, en fait, t'as pas ton emploi du temps qui est standardisé, fait. En fait, tu crées ton job la plupart du temps. En tout cas, tu le transformes. Donc, je crois on crée des gens comme ça. Et après, nous, on a une culture aussi qui est très focalisée sur la performance individuelle et ce que en fait, toutes tes réalisations. J'essaie de pas faire d'anglicisme. C'est dur. Hein. et du coup, je pense qu'on attire aussi des personnes qui ont envie, de performer. Ok. Qui reste au bout du bout? Est-ce que tu constates des choses en termes de tendance? Macro, et ça concerne pas que Benebono, il y a un fort turnover, il y a de l'attrition en fait dans nos types d'entreprises. Je crois que l'attrition nationale, elle est autour de 15%. Dans les startups, on est dans cette moyenne-là. Et aussi avec des profils qui ont entre 25 et 40 ans pour la plupart. Donc c'est une pyramide des âges qui est aussi resserrée, où je pense que les gens vont venir chercher justement cette progression de marcher, de pouvoir grimper les marches 3 à 3 et de se dire ce job-là en fait il me fait grimper 2 steps à la fois ou 3 steps à la fois et après ils vont partir et c'est ok. Il me semble que notre ancienneté moyenne c'est 2 ans et demi. À date. Et
dans la plupart des cas, il y a une position qui est prise, plutôt une mobilité ascendante vers plus de responsabilités, et parce que ce qu'ils ont fait dans leur job chez nous leur a permis de construire toutes les compétences pour demain. Ok, et ça veut dire en fait quelque part accepter, assumer que l'expérience que t'offres, alors on se le disait au démarrage, je crois pas au fait que les gens vont venir pour 40 ans, mais l'expérience que t'offres, elle va faire venir des gens pour 1 ou 2 étapes et puis repartir. Ouais. En tout cas, enfin, moi j'en suis convaincue, mais je pense que ça correspond à un type d'organisation. T'as des entreprises où t'as des anciennetés qui dépassent 10, 15, 20 ans. C'est pas vraiment l'écosystème des startups, de la tech, du digital, mais c'est aussi une réalité. Mais à date, dans les startups, je crois pas qu'on ait trouvé la recette magique pour avoir des anciennetés aussi longues, et même que ce soit souhaitable en termes de créativité, parce que le turnover, c'est aussi une bonne nouvelle pour générer de nouvelles idées, faire les choses autrement, et donc performer en tant qu'entreprise, quoi. Absolument, on est complètement d'accord avec ça. Ça dépend toujours du taux et du rythme, mais évidemment complètement d'accord avec toi. Et ceux qui nous écoutent, qui ont justement un très très faible turnover, en général te disent que voilà, c'est aussi un problème dans une autre direction. Mais justement, moi ça m'amène, enfin le turnover, ça t'amène ce côté finalement quelque part nouvelles idées, challenger un peu le modèle, etc. Comment tu fais avec ta promesse employeur et selon tout ce qu'on vient de se raconter jusque là pour t'assurer de continuer à capter de la diversité et finalement avec une promesse un peu restreinte de pas t'adresser tout le temps à une cible. C'est une super question. Une cible très restreinte. Je pense que le premier sujet, c'est qui fait quoi. En fait, la plupart du temps, le miroir de la diversité ou de la non-diversité, c'est les gens qui font dans l'entreprise. En fait, si toi-même en tant qu'entreprise, t'es pas divers et t'es pas inclusif, tu vas difficilement sortir des sentiers battus. Donc et d'ailleurs quand malheureusement t'as certaines entreprises qui se retrouvent dans balance ta start-up ou autre sujet de réputation, c'est bien qu'elles ont manqué à un moment donné cette mission-là de s'assurer que leurs collaborateurs et leurs collaboratrices embrassaient des singularités qu'on retrouve dans la société. Moi je dis souvent, la diversité, c'est tu prends les gens qui sont dans la rame de métro, cette représentativité-là, et cette représentativité-là, tu l'as retrouvée dans ton entreprise. Et donc, je pense que c'est le premier truc. Et généralement, quand tu te retrouves avec, encore une fois, des incidences et que tu regardes un peu la composition des équipes, tu dis « Ah !» pas surprenant qu'il y ait cette blague LGBT-phobe, raciste, sexiste, parce qu'il y avait 90% d'hommes ou autres. Mais voilà, donc je dirais vraiment c'est qui construit, et donc cette équipe-là doit être diverse. Et moi, je suis un peu revenue des stratégies diversité et inclusion pour avoir travaillé dessus. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, on a tendance du coup à le traiter comme un sujet à part. Et en ce moment, les temps sont durs, le contexte économique il est particulièrement dur pour les entreprises et les PME qui doivent s'accrocher. Et donc très vite, tu vois bien, on désinvestit dans l'impact, on désinvestit dans la diversité. On a aussi un mouvement du coup qui vient des US et qui est lié au contexte politique qui enfonce le clou. Et donc je me demande à quel point on a besoin de faire des stratégies de diversité et d'inclusion, ou se dire à chaque fois que je construis quelque chose, ça fait partie en fait de mon cahier des charges, des choses auxquelles je dois penser. Et en étant très concret, je construis une politique de rémunération, comment elle peut être diverse et inclusive. En fait, c'est quoi du coup c'est l'intégrer comme un sujet transverse finalement dans tout tes c'est ça, dans tout ce que tu fais. Donc tu peux te dire comment je m'assure que la rémunération soit équitable. C'est quoi mes critères de ma politique salariale, ou dans ton recrutement, comment je m'assure que j'ai pas une armée de clones dans mon entreprise, dans mon recrutement. Le recrutement a une grosse littérature. On sait que la meilleure façon de ne pas avoir de biais, c'est de faire des entretiens structurés. Contrairement à ce qu'on croit, notre intuition est pas toujours là où il faudrait s'y fier. Donc en fait voilà, si à chaque fois que tu prends un sujet, t'as toujours cet angle de
en pensant divers et inclusif, comment je fais? T'as pas besoin d'avoir de stratégie diversité et inclusion. En fait, ça fait partie du package global. Et moi, je crois beaucoup à ça. Ouais. Oui, je pense que l'avoir fait à un moment, c'était pour probablement ramener un peu un indicateur. Et puis, tu vois, tout ce que tu mesures pas et fais pas de façon intentionnelle, tu peux l'oublier. Mais l'idéal, évidemment, ce serait d'y penser à chaque fois. Et donc, typiquement, sur ce sujet de la marque employeur, de la promesse que tu fais à tes salariés, c'est de réfléchir à si tu es en train de la changer et justement peut-être de la repenser, de la réduire, etc. De te poser la question dès le début de est-ce que je risque d'attirer des clones ou est-ce que potentiellement ça va contribuer à attirer des personnes différentes. Ouais. Et après, tu peux avoir des choses très concrètes. Tu vois, par exemple, dernièrement, on devait recruter un directeur ou une directrice financière. 80% en fait des DAF sont des hommes. Et c'était l'occasion pour nous d'avoir un COMEX paritaire. Et ben moi j'ai posé la question de est-ce qu'on est prêt ou pas à aller jusqu'à ne pas prendre en compte les candidatures hommes, sachant que le contexte français ne l'autorise pas. Ben ok, on l'a écarté. Mais le talent pool, il est de toute façon inéquitable pour les femmes. Donc, comment on fait pour le renforcer? En fait, on a fait un sourcing sur des femmes DAF. On utilise des entretiens structurés. Et donc, à la fin, la personne qui a remporté, c'est une femme, mais pas parce que c'est une femme, parce que en fait, on est venu rééquilibrer quelque chose qui ne l'était pas. Et donc, ce que tu dis sur la mesure est aussi important. Parce que même si tu... admettons ton process de recrutement, il est 100% rationnel, il y a pas de biais, t'as pas de piège. La réalité c'est que des fois en fonction du métier, t'auras une répartition inéquitable, par exemple de genre. Donc si tu viens pas toi la mesurer et la corriger, t'arrives à rien. Donc de l'importance en fait d'avoir de la data et de regarder les chiffres en face quoi. Oui. Et puis finalement plutôt que d'en faire un sujet, et ça me parle beaucoup, c'est t'assurer d'avoir des process, des méthodos, des outils qui te permettent d'amener de l'équité. C'est toute la logique de l'assessment. Et pour ceux qui s'intéressent de creuser justement ce que tu dis sur l'entretien structuré, je vous invite à écouter l'épisode qu'on a tourné avec Marion Cozard et qui effectivement revenait sur comment tu évalues des gens pour t'assurer d'avoir des conditions d'accès équitables dans un poste. Je me pose la question quand même là, tout ce qu'on se dit, c'est sûrement une très bonne nouvelle pour les DRH qui nous écoutent parce qu'en fait la promesse elle est très lourde à porter, elle est encore plus lourde à essayer de décliner. Donc j'imagine que c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager concrètement dans ce que tu as mis en place sur ce sujet et qu'on peut peut-être réutiliser? Typiquement, tout à l'heure, je parlais de la transparence. Nous, on a mis en place, par exemple, des sessions Ask Me Anything au CEO qui sont calées dans l'agenda où on a un formulaire où tu peux remonter tes questions si elles demandent à être un peu préparées, ou tu peux les proposer en live. Et la promesse, c'est le CEO te répond et répond à ta question. Et donc, c'est vraiment Ask Me Anything. Donc, demande-moi ce que tu veux, n'importe quoi sur l'entreprise. Et donc ça, tu vois, c'est très concret. On parlait de transparence et d'être le plus vertueux possible. Je pense que là, on l'incarne aussi. Et des fois, les questions sont inconfortables, c'est des questions difficiles, mais en fait, on y répond. Donc, je pense à ça instinctivement. Sinon, il y a quelques semaines, j'avais sondé les équipes parce que souvent, tu vois, t'as des signaux faibles quand t'es RH, et donc je me suis dit, en fait, moi, ma perception c'est ça. Je l'ai remonté en Comex et je voulais pas juste que ce soit du ressenti, donc je me suis dit, rien de plus simple que d'interroger les salariés. Donc on a sondé sur un certain nombre de questions. Et en fait, je suis venue vérifier est-ce que oui ou non, moi, mes présuppositions aient été exactes. Et tu vois, t'en avais une où les gens disaient je trouve que les locaux sont pas cosy. En fait, on passe beaucoup de temps dans les locaux. Et donc, une des actions, ça avait été de challenger nos locaux et de déménager. Tu vois. Donc ça, c'était dans ta promesse employeur, non, mais c'est pas dans ma promesse employeur, mais si on tient un peu le fil, en fait, ta promesse d'employeur, une fois que tu es entré dans la société, en fait, c'est ta proposition de valeur. Et ta proposition de valeur, c'est aussi ton cadre de travail. Donc, si tu promets
Enfin, si tu te dis en temps de promesse employeur, souvent tu le vois, tu vas sur Welcome to the Jungle ou d'autres job boards, les entreprises mettent en avant leurs locaux. Donc c'est bien que ça fait partie en fait d'un tout qui peut attirer des candidats. Et donc là on a écouté. On a écouté ça, voilà, c'est l'exemple qui me vient comme ça, mais il y en a d'autres. Ouais. Mais ça me fait réagir parce que tu vois un peu à l'image de ce que tu disais tout à l'heure sur la semaine de 4 jours ou les autres actions qui ont pu être mises en place par des entreprises qui ont les moyens. Encore une fois, ça formate un peu le niveau d'attente et voilà, par moment, t'as juste pas forcément les moyens d'y répondre. Il y a peut-être un discours qu'on devrait réussir à avoir maintenant, de se dire en fait. On peut il y a des choses qu'on va faire, mais on va pas pouvoir se permettre tout. Ouais, c'est ça. Et typiquement, moi, je suis personnellement pour la semaine de 4 jours. Je pense que l'équilibre des temps de vie, c'est un enjeu essentiel. Par contre, pour faire ça, faut quand même avoir les reins suffisamment solides. Parce que de manière pratico-pratique, si tu mets ça en place, il faut forcément recruter. Et donc, ça veut dire plus de masse salariale. Et donc, si t'es pas rentable, tu ne peux pas le faire. Et il y a cette logique de financière, mais il y a aussi, et ça je veux bien avoir ton avis là-dessus, c'est quoi la bande passante d'un DRH dans une organisation pour travailler, parce que finalement tous ces sujets c'est des sujets passionnants, mais en fait qu'est-ce que tu peux réellement mettre en place? Peu. Et je pense que ça vient de là aussi, cette déception à la fois des candidats et des salariés de se dire la promesse employeur elle est pas tenue parce que une fois que la vitrine elle est shiny, l'arrière-boutique elle est quand même pas elle est pas très jolie. Et je regardais tout à l'heure en préparant le podcast que dans le dernier baromètre Tissot, t'as 81% des DRH qui se disent en état d'épuisement, surcharge. Et t'en as 66% qui disent qu'ils sont épuisés, peu de moyens et pas le temps. La réalité, c'est que moi, j'adorerais que ça prenne, le maximum de mon temps. C'est pas vrai parce que t'as un run et un quotidien qu'on doit réaliser, faire. Et donc, oui, je pense c'est déceptif et pour nous, mais aussi et pour les salariés parce que, en fait, dans notre quotidien, on n'y passe pas suffisamment de temps et factuellement, nous n'avons pas le temps. Oui. Et c'est ça en fait souvent à mettre en balance, c'est de se dire tu peux avoir une grande ambition en termes de ce que tu as envie d'offrir à tes salariés et puis à la réalité de comment tu vas devoir le séquencer dans le temps pour que le truc il soit pas déceptif et puis pas épuisant pour le DRH. Super intéressant. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui et qui n'a pas encore vraiment travaillé sur le sujet et qui se dit tiens en t'écoutant allez je m'y mets, je vais commencer à me poser sur ce sujet. Ce serait quoi le bon conseil? Moi, j'aurais tendance à regarder déjà ce qu'ils font et de faire un état des lieux sur qu'est-ce qui se dit de cette entreprise, aller sur les pages type Glassdoor, l'ATS, etc. Et même le verbatim qui est utilisé par la marque, partir aussi de ça, en fait, de la marque en tant que telle, et de se dire comment en fait on peut la traduire en proposition de valeur, reliée à notre mission, mais par rapport à l'existant. Je pense que c'est pas mal de capturer un peu la photo de l'entreprise. Ça, je pense que c'est hyper intéressant. Donc, qui nous sommes. Et moi, il y avait un exercice qu'on avait fait au début des travaux sur la marque employeur. On avait défini des personas, notamment, en regardant, en fait, nos candidats. Et on avait établi, il me semble, 3 personas. Et cet exercice était hyper intéressant parce que tu l'adosses vraiment à de la donnée typiquement nous on a un entrepôt donc je recrute des opérateurs ok ils vivent où et donc on a en fait les villes, les lieux de résidence, ils ont fait quoi comme type d'études ou pas, et c'est plutôt des fonctions non qualifiées donc t'as pas un niveau d'études, pourquoi ils changent de job, etc. Et en fait ça tu l'as dans les outils de recrutement, tu as cette donnée là et donc ça te permet en fait quand tu as cette étude sociologique de tes candidats, d'établir des personas et de te dire en fait à qui je vais parler. Et donc on avait donc un persona plutôt opérateur de production, etc. On avait un persona plutôt tech et on les avait vraiment personnifiés. Je me rappelle plus de leur prénom, mais c'était par exemple je sais pas, Mehdi le développeur, Marie qui cherche un travail qui a du sens, elle a plutôt 3 à 5 ans d'études, elle est diplômée d'études supérieures, blablabla. Et donc
je trouve que c'est un travail qui est plutôt marketing, qui est fait en fait en marketing et qui est peu fait en RH, que moi je trouvais passionnant. Encore une fois, adossé à toutes les données qu'on avait, on n'a rien inventé, on s'est pas imaginé les personas, mais c'était la réalité des candidatures et se dire, en fait, c'est à eux qu'on parle, donc ils sont où? Ils sont sur quels canaux? Comment les attirer? C'est quoi la proposition de valeur qui va faire qu'ils vont nous rejoindre plutôt qu'une autre, etc., etc. Ouais, et ça rend l'approche beaucoup plus concrète et probablement que ça permet aussi de façon un petit peu plus durable de se poser la question de comment est-ce que tu t'adresses à eux, qu'est-ce que tu leur proposes, etc. Et le dernier point, c'est interroger les gens qui sont là. On avait fait du coup avec ma lead talent acquisition un formulaire quand tu venais d'arriver, je te dis ça de mémoire, depuis plus de 3 mois, tu remplissais un form dans lequel on te demandait comment tu te sens maintenant, est-ce que le job qu'on t'a compté finalement, qu'on t'a vendu, correspond oui ou non à la réalité. Dans le process de recrutement, je crois que tu pouvais le noter de 1 à 10. Et qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait améliorer et qu'est-ce qui t'a surpris un peu, tu vois, quand t'es arrivé entre ce que tu imaginais et en fait tu as des insights de dingo. Et vraiment, si tu alignes ce truc de aller construire des personas, regarder ton positionnement et interroger les gens qui sont là, t'arrives vraiment à quelque chose de très très solide. Après, l'enjeu, c'est de pouvoir le mettre en œuvre et ça reboucle avec ce qu'on disait. Ouais, c'est génial. Et je pense que ça te permet aussi de temps en temps de te rendre compte que comment est-ce qu'il faut affiner le discours dans le processus, parce que finalement, toi, côté RH, t'es peut-être garante de ces éléments sur la promesse que t'as aidé à formaliser. Finalement, tu sais pas exactement ce que le manager, lui, va communiquer dans son entretien par rapport à ce qui est important pour lui. Et donc, effectivement, c'est l'entièreté des discours qui vont contribuer au fait que la personne, elle se sente alignée ou déçue, en fait. C'est ça. Derrière. C'est exactement ça. Okay. Moi, je retiens, vraiment, je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu as fait sur cette partie, justement, un peu marketing et de croiser un peu les chemins. Je retiens qu'il y a des entreprises qu'on connaît, qu'on voit régulièrement, qui ont parfois fait un excès de marketing et qui sont peut-être focalisées sur le persona, mais sans se demander vraiment qui ils étaient réellement et qu'est-ce qu'ils allaient proposer. Donc ça penche parfois trop d'un côté et de l'autre, et c'est peut-être aussi à ça qu'on faisait référence au début de cet échange, des gens qui se sont pas du tout posé la question du persona, qui sont restés centrés sur eux et qui se sont dit ok, qu'est-ce que j'ai envie de promettre. Donc il y a un vrai un vrai équilibre en fait à faire entre ces deux notions. Ouais, et tu vois, en t'entendant parler, je pense à, par exemple, Doctolib. Ils ont un onboarding qui est assez costaud, qu'ils ont construit, qui est depuis le début. Ils font intervenir leur CEO à aujourd'hui, alors que je crois ils sont plus de 10 000 salariés. Et donc, certainement que pour mettre ça en œuvre et pour l'industrialiser, ils sont pas partout à la fois. Et donc, ce que moi je constate, c'est que les entreprises qui arrivent à se distinguer avec des choses de promesses employeurs où ils vont hyper loin, en fait ils sont assez catégoriques dans la façon dont ils font les choses et ils sont jusque-boutistes. Alan promeut la transparence radicale, toutes leurs équipes sont déconnectées. Tout se fait à l'écrit, tu vois, ils sont jusque-boutistes dans cette promesse-là. Ce qui est beaucoup plus simple quand ta promesse est justement simple en fait. C'est ça. Dans ce cas-là, t'as plus qu'à t'interroger sur tous les moyens de l'incarner. Ouais. Mais ça t'évite de disperser, là où j'ai l'impression qu'il y a des managers dans certaines boîtes qui doivent faire un effort surhumain pour se dire comment je vais incarner ce truc-là, comment je vais faire vivre celui-ci, etc. Donc ouais. Et après c'est les gens qui font vivre ta culture. Tu peux décider toi dans ton coin en tant que dirigeant de dire moi ma boîte j'aimerais qu'elle ressemble à ça, et c'est un peu pour moi aussi le rôle des RH de dire aux dirigeants toi t'as ta boîte rêvée dans ta tête, mais la réalité c'est que la culture c'est un ventre mou, c'est un corps social, c'est quelque chose qui se meut dans le temps, et donc en fait tu vas passer le relais à des salariés, donc évidemment c'est ce que tu insuffles, mais c'est aussi ce que tu fais, les actes, et c'est surtout ce que font les gens, parce que le sujet c'est pas toi ce que tu veux que les gens fassent, c'est comment en fait les gens se l'approprient et le transfèrent à leurs équipes et comment ça vit. Et je crois beaucoup au pouvoir du rituel.
en fait, et d'habitude pour ancrer justement ce qu'on a envie de voir ancré. Si tu, je sais pas, si tu te dis être une boîte organisée, et ben dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais pour l'organisation de tes réunions? Comment tu organises toi-même la planification? Est-ce que tu formes les gens à la planification, à l'organisation personnelle et pro? Est-ce que dans tes réunions, systématiquement, il y a un ordre du jour? Les gens savent, est-ce que c'est pour décision, est-ce qu'on est en train de brainstormer, etc. Est-ce que tu fais des bilans, etc. Est-ce que tes deadlines, en fait, elles sont pas trop short, et ce qui permet que la plupart des objectifs, en fait, ils sont réalisés ou pas. Enfin, tu vois, je pourrais continuer la liste, mais si tu prends ce truc de moi je veux une boîte hyper structurée, bah en fait il faudrait se dire à tous les cycles de vie de l'employé, montre-moi, est-ce que de l'entretien, est-ce qu'il est super organisé, est-ce que les gens connaissent les étapes de A à Z, est-ce que l'onboarding il est structuré, les gens savent les 3 prochains mois ce qui va leur arriver, etc. Et en fait c'est ça qu'il faut détricoter et se dire bah ok, on reste sur un truc, mais on va voir sur tout le cycle comment on arrive à tenir cette valeur, et surtout quelles sont les habitudes qui vont nous permettre de les ancrer. Tu vois, c'est en t'entendant que je me dis, quand c'est à ce point-là décliné jusqu'au bout, que tu arrives très rapidement à savoir si tu fit ou pas. Parce que là, je me dis, oh là là, je postule pas du tout dans quelque chose d'aussi structuré. Ouais. Mais effectivement, ça te donne beaucoup plus rapidement une vision et de la clarté. Ce que j'entends, c'est aussi accepter qu'elle bouge, en fait, cette promesse. C'est ça, ce que tu disais, ça va évoluer en fonction des gens, etc. Donc, c'est accepter d'y retravailler de façon régulière. Ouais, et je pense accepter de se dire que finalement, cette promesse, elle peut bouger en fonction de ton organisation. Bah, faut accepter qu'elle bouge. Faut pas surpromettre, je pense. Et du coup, faut accepter que les gens qui sont venus pour la promesse initiale, pour ceux qui sont restés, au bout d'un moment, trouvent plus ce qu'ils étaient venus chercher. Ouais, mais ça c'est vraiment au fur et à mesure des années. Et généralement, nous on pose une question en offboarding review de c'est quoi les raisons pour lesquelles tu pars. Tu vois bien en fait. Est-ce que tu as tenu ta promesse? En fait, si tu dis moi dans mon entreprise vous allez rentrer, je vais vous faire grandir. Si t'as je sais pas 80% des gens qui te disent j'ai trouvé une opportunité plus intéressante, un job avec plus de responsabilité, whatever. Bon tu te dis finalement on n'y arrive pas, et c'est ok en fait. Tu vois, c'est ok de se dire ok, mais on se repositionne comment on peut faire pour se dire je sais pas 4 fois sur 5, au lieu d'aller recruter en externe, on va faire en sorte que certaines positions vont être prises par les gens qui sont déjà là. Tu vois, nous c'est le cas en entrepôt. On essaye de promouvoir les opérateurs qui ont envie d'évoluer vers le métier de chef d'équipe. Tu vois, ça veut pas dire que 100% des opérateurs vont devenir chef d'équipe, mais en tout cas, quand c'est possible, et c'est le cas dernièrement, en fait, on a promu des gens qui étaient opérateurs en chef d'équipe, tu vois. Et ouais, effectivement, toutes ces questions que tu poses dans le dernier entretien avant un départ, ça te permet d'en apprendre, de savoir si tu vas te repositionner ou et finalement je reboucle à ce que tu disais au début, d'assumer le fait que tu vas pas répondre, tu vas pas pouvoir ou vouloir répondre à l'ensemble et retenir tout le monde en fait. Mais tu vois, si je prends ma casquette RH, j'ai le sentiment que ce qui est aussi dur et parfois douloureux, c'est que les dirigeants et les dirigeantes, ils ont en tête une promesse employeur et ils ont envie de faire des choses, mais qui n'arrivent pas à se déployer. Tu vois, dernièrement, dans une de mes missions que je fais en tant que consultante, on m'a proposé d'accompagner un framework autour de la performance. La réalité, c'est que dans cette entreprise-là, tous les managers ne fixent pas complètement les objectifs de leurs équipes à temps. Alors que le CEO, il voudrait un cadre hyper carré sur la performance en s'inspirant des meilleures pratiques du secteur. Du coup, il y a une conduite du changement. En fait, lui, il a déjà envie que, tu vois, demain, tout le monde suive le pas et que ce soit hyper processisé. Et moi, je vais devoir lui dire, en fait, on va le faire en 3 mois, en 6 mois, et on va accompagner les gens pour le faire. Donc, t'as aussi, je pense, ce jeu de ping-pong entre les dirigeants et les RH pour se dire, ta promesse, elle nécessite du temps, la conduite du changement, d'embarquer les équipes, etc., etc., etc. Donc, si tu veux aller de ce point A à ce point B, voilà tout ce qu'il faut qu'on fasse. Est-ce que vraiment, du coup,
t'es OK que j'investisse moi ce temps-là. Et c'est aussi le sujet de on peut pas être partout. Donc est-ce que c'est ça qu'on va faire en priorité ou pas? Est-ce qu'on peut se donner les moyens? Ouais. Ok, passionnant. Christelle, qu'est-ce que tu aurais voulu que je te pose comme question aujourd'hui que je ne t'ai pas posée? En fait, quand on est RH, on travaille beaucoup pour les autres. Et donc, en y réfléchissant, je me suis dit à quel moment, en fait, on demande aux RH et particulièrement aux DRH qui sont souvent salariés, pas fondateurs, qu'est-ce qu'ils attendent? En fait, c'est quoi leur promesse? Parce que, en fait, moi, je fais partie d'une équipe dirigeante, mais je suis aussi salariée. Et donc, c'est quoi la promesse employeur quand t'es salarié, mais du côté de la direction, en fait? Waouh. Et alors, qu'est-ce que tu as envie de répondre à ça? Je pense qu'il faudra que tu me réinvites pour qu'on parle de ce sujet. Eh ben, très bien. qui pourrait nous tenir, 1 heure facile. Effectivement, on pose pas les mêmes questions aux dirigeants. On est bien d'accord et ça vaudrait une conversation séparée. Je te remercie beaucoup, Christelle. C'était vraiment intéressant de pouvoir prendre le contre-pied de tout ce qu'on a entendu qui vend un peu de la magie et du rêve et de reprendre un peu de réalisme sur le sujet. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était très cool.